Ronald Reagan. En 1992, il est venu à l'université d'Oxford et a prononcé un discours dans lequel il a déclaré « La fin de la guerre froide a privé l'Occident de son objectif commun et exaltant. » Mais il a ajouté « Ne vous inquiétez pas, car je pense avoir trouvé une solution. » Et cette solution, selon lui, était que l'armée occidentale, il entendait évidemment l'armée américaine, mais d'autres pouvaient s'y joindre, serait, disait-il, un point d'acier dans un gant de velours humanitaire. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous, ici Pascal Lotaz de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle avec le Dr Phil Hammond, professeur émérite en études des médias et de la communication à la London South Bank University. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels War Games, Memory, Militarism and the Subject of Play, et Screens of Terror, Representations of War and Terrorism in Film and Television since 9/11. Phil, bienvenue. 9/11. Phil, welcome. Ravi d'être ici. Merci de m'avoir invité. Well, thank you very much for agreeing to Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté cela, car vous avez étudié depuis longtemps la manière dont la guerre a été représentée et montrée au public. Et par nous, j'entends surtout dans le cinéma et les médias occidentaux. Pourriez-vous peut-être nous donner l'essentiel de ce que vous avez découvert ou comment vous jugez cette représentation jusqu'à présent? Eh bien, c'est une question assez vaste. Donc, oui. Vous savez, je suppose qu'une grande partie de ce que j'ai écrit concerne un terrain déjà bien exploré. La manière dont les médias fonctionnent de façon propagandiste en temps de guerre. Il n'y a rien de particulièrement nouveau ou de surprenant à cela. Ce que j'ai essayé d'aborder un peu différemment, à un certain moment, c'était de comprendre ce qui avait changé dans l'ère post-guerre froide, dans la représentation de la guerre, et pourquoi l'image et la présentation médiatique étaient devenues encore plus qu'auparavant, presque d'une importance primordiale, au point qu'elles semblaient constituer une considération fondamentale, même au niveau de l'élaboration des politiques ou des décisions opérationnelles concernant les actions militaires. La question que se posait, en arrière-plan, les personnes prenant ces décisions étaient, vous savez, à quoi cela va-t-il ressembler? Comment cela va-t-il se jouer dans les médias? Cela m'a donc beaucoup intéressé. En résumé, je suppose que j'attribue cela au changement politique survenu à la fin de la guerre froide. Et je pense à la manière dont la guerre et les conflits ont évolué dans les années 1990 et au début des années 2000, en conséquence de ces transformations politiques. Alors, qu'est-ce que c'était? Comment ces changements politiques s'articulent-ils avec la représentation? Eh bien, j'ai écrit un livre intitulé « Médias, guerre et postmodernité » qui traite entièrement de ce sujet. Et si l'on veut résumer, on pourrait dire que c'était la fin de la gauche et de la droite, la fin de la politique gauche-droite. Peut-être que cela ne semble pas très impressionnant comme explication. Tout le monde est plus ou moins habitué à l'idée que l'ancienne politique de gauche et de droite n'est plus ce qu'elle était, même si nous continuons à utiliser ces termes. Mais en réalité, ce qui s'est passé, je pense, à la suite de la fin de la guerre froide, c'est ce que le théoricien français des relations internationales Zaki Laïdi appelle un monde sans signification. Nous nous sommes retrouvés dans un monde dépourvu d'un horizon de sens, sans aucun projet tourné vers l'avenir, ni perspective sur la direction que prenait la société. C'est une sorte de... On pourrait peut-être y voir quelque chose de semblable à la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, ou plutôt à la thèse galvaudée de la fin de l'histoire. C'est une idée similaire, selon laquelle un événement d'importance historique s'est produit autour de la chute du mur de Berlin à la fin des années 1980. Et oui,
Je pense qu'il y a là un argument solide à développer. J'ai essayé de le faire dans ce livre, concernant les conséquences de cela pour les relations internationales et pour la guerre. Et dans ce cadre, le rôle que jouent les médias dans la guerre. À la fin de cette période, cet horizon pour comprendre le monde, vous voulez dire la fin de la bipolarité, de ces deux systèmes qui étaient en lutte, et l'idée que, maintenant tout est différent, maintenant il y a une compréhension unifiée du monde. Est-ce bien ce que vous voulez dire? Oui, et en effet, si l'on se replonge dans le moment où cela s'est produit, les évaluations à ce sujet étaient en réalité assez optimistes. En fait, c'est peu dire, elles étaient rétrospectivement presque follement optimistes. À l'époque, on parlait d'un dividende de la paix, du fait que l'ONU allait enfin fonctionner correctement, sans l'impasse provoquée par le veto américain ou soviétique. Peu de temps après, le premier président Bush père, proclama un nouvel ordre mondial. Cela semblait être un moment plein d'optimisme, mais ça n'a pas très longtemps. Je pense qu'une chose assez frappante, encore une fois, si l'on regarde l'époque où cela s'est produit et la manière dont les événements étaient discutés, c'est cette idée curieuse qu'ils appelaient le syndrome de privation d'ennemis. C'est une chose étrange à dire. On pourrait penser qu'il est bon de ne pas avoir d'ennemis, mais en réalité, c'était problématique pour eux de ne pas avoir d'ennemis clairement identifiés. Parce que vous savez, pendant toute cette longue période de la guerre froide, il était très clair qui étaient les gentils et qui étaient les méchants. Du moins, c'est ainsi que les gens le percevaient. On savait qui était du côté de qui. Vous saviez ce que représentait l'Occident, même si cela n'était défini que d'une manière un peu négative, par opposition à ce contre quoi l'Occident s'opposait. Et soudain, tout cela s'est effondré. Sans adversaire clair, sans alternative claire, que représentait réellement l'Occident? À quoi, par exemple, servait l'OTAN? Quelle était sa raison d'être? C'est ainsi qu'a commencé, dans les années 1990, une recherche de nouvelles façons de gérer les affaires internationales et de leur donner un certain sens et une certaine finalité. L'un des principaux moyens tentés fut précisément la guerre et le conflit. Je pense que c'est une observation très importante, et je crois qu'elle parlera à tous ceux d'entre nous en Occident, qui avons également été baignés dans la production culturelle d'Hollywood, et ainsi de suite, ce qui la rend intuitivement très compréhensible. Dans les années 1990 et 2000, on a soudainement vu apparaître tous ces films d'espionnage qui disaient en substance « N'était-ce pas mieux à l'époque où nous avions les soviétiques ?» Il y en a des tonnes, n'est-ce pas? Et on peut voir comment James Bond passe d'un ennemi soviétique à un ennemi terroriste, traquant même à un moment donné des Nord-Coréens avec un rayon laser censé détruire le monde et ce genre de choses. Mais les soviétiques avaient disparu, n'est-ce pas? La guerre froide était terminée. Pensez-vous qu'à travers la représentation dans les médias et la culture, il y ait eu en quelque sorte une boucle de rétroaction dans la manière dont les médias ont commencé à représenter les affaires mondiales? Oui, je veux dire, si tu penses à des représentations fictives, oui. Et tu sais, il y a, comme tu le dis, des tentatives pour trouver de nouveaux ennemis plausibles. Je pense que les principaux candidats sont les Arabes et les islamistes. Ce sont les méchants de substitution privilégiés. Mais le point que je voudrais souligner, c'est que c'est plus vaste que ce que les scénaristes d'Hollywood inventent. C'est aussi une question de savoir comment ceux qui travaillent dans les médias, traitant de l'actualité et des affaires courantes,
les journalistes, interprètent le monde pour leur public. Et, plus fondamentalement encore, comment les politiciens et les dirigeants comprennent-ils ce nouveau monde? On voit, tout au long des années 90, des tentatives répétées pour résoudre ce problème et pour trouver de nouveaux ennemis. Et il y a une tendance à se référer sans cesse à la Seconde Guerre mondiale, à vouloir constamment rejouer la Deuxième Guerre mondiale. Ainsi, le premier grand exemple, je suppose, est Saddam Hussein lors de la guerre du Golfe de 1991, présenté comme le nouveau Hitler. Peu de temps après, à partir de 1992, on nous dit que les Serbes de ce qui était alors la Yougoslavie sont les nouveaux nazis, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est comme s'il y avait cette impression que la réalité prosaïque d'aujourd'hui, celle de conflits en fait assez limités, relativement parlant, ne suffit pas. Il faut les présenter comme une sorte de bataille épique entre le bien et le mal. Et pourquoi veut-on faire cela? On veut le faire parce que cela signifie qu'on défend quelque chose d'important. On n'est pas simplement en train d'intervenir dans la guerre civile locale de quelqu'un d'autre. On se place du côté du bien avec un grand B contre le mal avec un grand M. C'est ce genre de tendance narcissique, je pense, qui se développe dans la politique occidentale et dans la manière dont les médias présentent la guerre. C'est une observation remarquable, car je ne pense pas que, pendant la guerre froide, un dirigeant mondial ait essayé d'établir un lien ou une comparaison entre les soviétiques et les nazis. Personne n'a avancé cet argument. Les soviétiques suffisaient comme ennemis en eux-mêmes, dans leur propre catégorie. Il n'était pas nécessaire de les requalifier en nazis. Alors qu'après la guerre froide, tout le monde est requalifié en nazis, y compris le Hamas, y compris les Russes. Je veux dire, c'est le cas maintenant. Cette analogie avec la Seconde Guerre mondiale revient sans cesse, en particulier l'argument de Munich 1938. On ne peut pas apaiser le mal, on ne peut pas apaiser les nazis, donc il faut faire la guerre. Diriez-vous que c'est quelque chose de résolument post-guerre froide? Oui, je pense que oui. Je veux dire, on pourrait dire, ou peut-être soutenir, qu'il y a une sorte d'équivalence établie entre les soviétiques et les nazis dans la théorie du totalitarisme. Il y a eu une tentative de dire, eh bien vous savez, mettons-les dans le même sac, ce qui à mon avis n'est pas un argument très convaincant. Mais l'argument souvent avancé était qu'ils représentaient tous deux, d'une certaine manière, des versions d'une même chose. Un système répressif, autoritaire, totalitaire, simplement avec des visages différents. C'était donc une idée propre à l'époque de la guerre froide. Mais c'est un peu différent de ce qui, selon moi, se produit après la fin de la guerre froide, à savoir ce sentiment d'un certain vide, d'une absence de sens dans la vie politique occidentale. Et à cette époque, dans les années 1990, en réalité jusqu'au milieu des années 2010, donc relativement récemment, il y a environ 10 ans. Jusqu'à ce moment-là, le principal problème auquel les élites occidentales étaient confrontées, c'était que leurs opinions publiques n'étaient en somme pas intéressées. Il y a une sorte de retrait de la vie publique, un manque d'intérêt fondamental. On le voit se refléter de multiples façons. Par exemple, lors des sondages d'opinion, les gens se montrent de moins en moins intéressés par les affaires publiques. On observe un détournement de la sphère publique au profit de préoccupations plus privées et individuelles. L'adhésion aux partis politiques est en déclin, mais pas seulement celle des partis politiques, celle de toutes sortes d'organisations communautaires, d'églises, de tout ce qui représente une collectivité porteuse de sens et de buts communs, semble, d'une certaine manière, peu attrayante. Et c'est peut-être là le signe du problème auquel sont confrontés les élites et les dirigeants qui tentent de donner à leur société un certain sens et une direction.
Je pense qu'il y a eu essentiellement 3 grandes tentatives au cours de cette période pour trouver un remplaçant. Les 2 premières concernent la guerre et les conflits. La première est ce qu'on pourrait appeler l'humanitarisme et les droits de l'homme, une sorte de guerre humanitaire. Ainsi, nous, l'Occident, représentons le bien dans la mesure où nous défendons les droits de l'homme. Nous agissons au nom de l'humanitarisme. On peut le constater de diverses manières. Je pense que cela commence véritablement à la toute fin de la guerre du Golfe de 91, avec la crise kurde d'avril 91. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était assez important, et les gens l'ont salué à l'époque comme un développement remarquable, affirmant que cela montrait l'émergence de ce qu'ils appelaient la société civile mondiale. This showed the emergence of what they called global civil society, and the media were thought to, by some commentators, to play an important. Et certains commentateurs estimaient que les médias jouaient un rôle important à cet égard, plaidant pour que l'on accorde davantage d'attention et de soins à la souffrance des populations vulnérables, en l'occurrence les Kurdes irakiens. Puis, peu de temps après, on retrouve des arguments similaires en Somalie en 1992, où une grande intervention humanitaire armée a lieu. Et très vite après cela, en Bosnie, de nouveau un humanitarisme armé. On assiste donc à une sorte de répétition de ce schéma, culminant à la fin de la décennie, en 1999, avec la guerre du Kosovo, qui était alors présentée comme une guerre menée au nom des droits de l'homme. C'était un bombardement humanitaire, déclara l'OTAN. C'était le nouveau but que l'Occident semblait s'être trouvé. Et c'est intéressant, car cela avait en réalité été annoncé dès le début de la décennie par Ronald Reagan, croyez-le ou non, l'ancien président américain. On ne l'associerait pas forcément aux interventionnistes libéraux humanitaires des années 1990, mais en 1992, il s'était rendu à l'université d'Oxford et y avait prononcé un discours dans lequel il déclara « La fin de la guerre froide a privé l'Occident de son objectif commun et exaltant. » Puis il ajouta « Ne vous inquiétez pas, car je pense avoir trouvé une solution. » Don't worry, because I think I found a solution. And that is that the Western military, obviously. Et c'est que l'armée occidentale, je veux dire, évidemment, il parlait de l'armée américaine, mais aussi des autres, libres de se joindre à elle, serait, disait-il, un point d'acier humanitaire dans un gant de velours humanitaire. Voilà ce qu'était la nouvelle armée occidentale. Et c'était à la fin du mois de décembre 1992. Il a prononcé ce discours le même jour où George Bush, le premier George Bush, qui avait bien sûr été le vice-président de Reagan, envoyait les Marines américains en Somalie pour incarner ce rôle du point de fer dans le gant de velours humanitaire. C'est donc, je pense, le premier grand cadre pour repenser ce que serait le nouveau but commun, porteur et inspirant. Ensuite, on peut dire que cela a été, dans une certaine mesure, dépassé en 2001, avec le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. C'est donc une sorte de deuxième cadre. Cependant, en pratique, je pense que ce qui se passe, c'est que ces deux cadres finissent par se fondre d'une certaine manière, de sorte que les opérations militaires, d'abord en Afghanistan, puis en Irak, à partir de 2003, commencent à revêtir ce caractère humanitaire militariste, plutôt que d'être simplement une opération purement antiterroriste. Ce sont donc les deux principaux cadres en ce qui concerne la guerre et les conflits à cette époque. La troisième chose que j'ajouterais, même si je sais que c'est hors sujet, c'est qu'il existe une tentative similaire de trouver un nouveau cadre dans le domaine du changement climatique. L'environnement et le changement climatique sont également proposés comme de nouveaux cadres politiques destinés à faciliter la coopération internationale et à donner une forme de sens et d'orientation à la politique occidentale. Oui, et cette idée selon laquelle nous devons faire cela, et par nous, on entend l'Occident en tête, et tout le reste du monde doit suivre.
Sinon, nous sommes tous condamnés. Nous mourrons tous. Nous avons en fait vu ce discours se répéter avec le corona, ou du moins se répéter partiellement. C'était une sorte de mini-épisode, mais avec une approche similaire. Soit nous faisons X, soit nous mourrons tous. Donc, tu es avec nous ou contre nous? Beaucoup de questions en découlent. La plus grande, c'est, penses-tu que cela renvoie à cet élément manichéen, faute de meilleurs mots, au sein de la culture occidentale? Cette manière de comprendre le monde en termes d'amis et d'ennemis, de bien et de mal, de Dieu et du diable, qui remonte à des millénaires, n'est-ce pas? C'est la grande question. La plus petite, peut-être vaut-il mieux commencer par celle-là. Penses-tu que c'était un processus conscient? Tu as dit que Ronald Reagan avait proposé cela. Faisait-il partie de ceux qui ont fabriqué ce changement? Ou lisait-il simplement les signes du temps, en disant « Regardez, c'est assez clair maintenant ce qui va se passer. Je vais le prévoir. » Qu'en penses-tu? What do you think was it? Yeah, that's a good question. Oui, c'est une bonne question. Je pense que dans une certaine mesure, il y a une sorte de choix conscient, et l'on peut voir dès le départ des épisodes tout à fait délibérés de construction d'images. Je veux dire, cet exemple que j'ai mentionné, où Reagan prononce ce discours, le même jour où George Bush fait une allocution télévisée nationale pour envoyer les Marines en Somalie. Lorsque les Marines sont arrivés en Somalie, certains journalistes, sans doute cyniques, ont affirmé que le moment du débarquement avait été arrangé pour correspondre aux horaires de diffusion télévisée aux États-Unis. C'est mis en scène comme un événement médiatique, n'est-ce pas? Les marines descendent des navires et prennent d'assaut les plages comme s'ils participaient à une opération militaire dangereuse. Normandy. La Normandie, oui, un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'ils rencontrent? Ils rencontrent des journalistes occidentaux tenant des caméras et des micros, essayant de les interviewer. Et vous savez, c'est une sorte de... Les soldats étaient un peu agacés par cela, car les caméras, les lumières, tout cela gênait leurs lunettes de vision nocturne et le reste. Ils ne s'y attendaient pas. Mais les journalistes avaient été invités à être là par le Pentagone. Donc, tout cela avait été organisé comme une sorte de spectacle médiatique. Et dans ce cas, ça tombe un peu à plat parce que c'est trop manifestement mis en scène. Il y a une sorte d'étrange incongruité entre cette mise en scène d'une opération militaire, qui n'en est pas vraiment une, et les médias qui essaient de mener ces interviews. Ce genre d'épisode, et évidemment ce n'est pas le seul, suggère qu'il y a un élément conscient et délibéré. Mais cela ne veut pas dire que tout n'est qu'une manipulation froide et calculée. Je pense qu'il y a le sentiment que, du moins entre eux, tu sais, tu as mentionné le coronavirus et la pandémie. Et ce à quoi ça m'a fait penser, c'est qu'il y a souvent, dans ces situations, une sorte de politique de la peur qui est invoquée. Qu'il faut avoir peur, qu'il existe un risque ou un danger terrible qui fait que nous devons agir. Et évidemment, c'est, tu sais, manipulateur. Mais je pense aussi que les élites elles-mêmes ne sont pas immunisées contre les peurs qu'elles éprouvent. Elles sont également sincèrement inquiètes et effrayées par certaines des choses qu'elles nous disent de craindre. Et je pense que tu as raison de dire qu'il y a une sorte de, tu sais, lecture de l'ambiance, pour ainsi dire. Il y a souvent un aspect opportuniste ou réactif dans la politique occidentale, surtout en ce qui concerne la guerre et les conflits. Les événements sont perçus comme une occasion d'agir, et cela finit par acquérir sa propre dynamique. Mais j'ajouterais aussi que, surtout au début de cette période dans les années 1990, ce n'est pas comme si les politiciens faisaient tout cela seuls, en tirant les ficelles dans l'ombre. Loin de là. Je pense qu'ils constituent un groupe d'acteurs impliqués dans ce processus, mais qu'il y en a d'autres aussi.
On peut par exemple s'intéresser au rôle des ONG ou encore à celui des journalistes. Ils mènent des activités similaires. Eux aussi cherchent d'une part à donner un sens au monde et d'autre part à trouver leur place en son sein, soit comme acteurs directs, soit comme interprètes du monde pour leur public plus large. Et en particulier, en ce qui concerne le militarisme humanitaire tel qu'il s'est développé dans les années 1990, je pense que les journalistes ont joué un rôle extrêmement important dans la co-création de cette idée du nouveau rôle de l'Occident dans le monde en tant que sorte de sauveur de l'humanité. As a kind of savior Yeah. of humanity. Yeah, and I mean, you can see quite Oui. beautifully also Et je veux dire, stories of a on couple peut of voir people, très clairement, like en how écoutant aussi les récits de quelques journalistes, comment ces évolutions sont allées de pair. Je pense que l'un des témoignages les plus importants est celui de, comment s'appelle-t-il déjà? Il a aussi une très bonne émission sur YouTube et s'exprime régulièrement, ancien correspondant de guerre pour le New York Times, Chris Hedges. Chris Hedges, bien sûr, qui a également raconté ce que c'était que d'être et de travailler dans des zones de guerre, l'adrénaline que cela provoque, puis le tournant pris par les États-Unis vers l'intégration des journalistes pour les protéger. Mais en réalité, c'est simplement pour s'assurer qu'ils observent le champ de bataille de la manière dont ils sont censés l'observer. Et certains journalistes ont suivi le mouvement, tandis que d'autres non. Ils sont allés de l'autre côté et ont essayé de le décrire depuis cette perspective. Mais alors, on devient un paria, on est rejeté, on ne trouve plus de place pour écrire, et il faut quitter le journalisme traditionnel. Et cela crée en quelque sorte ce courant, n'est-ce pas, celui dont Noam Chomsky et Herman nous avaient mis en garde, que dans un environnement propagandiste, les journalistes ne peuvent aller que jusqu'à un certain point, même s'ils ne reçoivent pas d'instructions directes. Et vous dites en quelque sorte que c'est pareil pour les politiciens. Ils ne donnent pas forcément d'instructions directes, mais ils co-créent cet environnement. Et je pense que si je vous comprends bien, vous ramenez cela à la question d'un manque d'ennemis véritable et d'un manque de sens, ou d'un problème de signification, n'est-ce pas? Yeah, so I mean, Oui, donc, je veux dire, on pourrait raconter cette histoire, je pense, en prenant comme point de départ ce que tu as mentionné à propos de l'intégration des journalistes. On en a parlé en 2003 pendant la guerre d'Irak. C'est à ce moment-là qu'on a entendu ce terme, journaliste intégré. Mais ce n'était en aucun cas une nouveauté. En réalité, on peut voir la première utilisation de cette politique en 1992, pendant la guerre des Malouines, lorsque les autorités britanniques ont fait exactement cela. D'abord parce que c'était très loin, les îles Malouines. Ils ont sélectionné les correspondants qui allaient partir avec la force expéditionnaire, comme on l'appelait, vers l'Atlantique Sud pour mener cette guerre. Ils contrôlaient qui partait, puis ils ont rattaché tous ces journalistes à des unités militaires. Chacun s'est vu attribuer un superviseur chargé de vérifier leurs articles avant qu'ils n'envoient quoi que ce soit à Londres. C'était donc très, très strictement contrôlé quant aux endroits où ils pouvaient aller, à ce qu'ils pouvaient voir et à ce qu'ils pouvaient renvoyer. Pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien, ils l'ont fait parce qu'ils regardaient ce qui s'était passé au Vietnam. Le Vietnam est le premier grand tournant dans les relations entre les médias et l'armée. Et l'histoire qu'on raconte à propos du Vietnam, la leçon, pour ainsi dire, qu'on en a tirée, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux médias en temps de guerre. Ils vont vous poignarder dans le dos si vous leur donnez trop de liberté. Et donc, au moment de la guerre des Malouines, les Britanniques se sont dit, eh bien, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Nous ne pouvons pas laisser ces gens agir à leur guise. Nous allons devoir les regrouper, nous allons devoir les contrôler. Personne n'a prononcé le mot « censurer ». Il disait toujours simplement « vérifier la copie ». Mais en réalité, cela signifiait «
nous allons devoir les censurer si nécessaire. Et les autorités américaines ont observé ce que les Britanniques avaient fait au Malouines et se sont dit que cela semblait plutôt bien, une manière sensée de procéder. Elles ont adopté une approche très similaire lors de l'invasion de la Grenade en 1983, par exemple, où elles ont simplement essayé de tenir les médias à l'écart jusqu'à ce que tout soit terminé. En 1989, lors de l'invasion du Panama, elles ont fait la même chose, ne pas avoir les médias sur place du tout. Et on peut aussi le constater pendant la guerre du Golfe de 1991, où il y avait ce qu'ils appelaient un système de pool, avec à nouveau une accréditation des correspondants. Si vous étiez en dehors de ce système, on vous appelait un unilatéral. Vous étiez seul et vous savez à vos propres risques. Soyez prudents, restez avec nous. Nous vous emmènerons là où vous devez aller et nous vous montrerons ce que vous devez voir. C'était donc la politique jusqu'en 1991. Mais je pense qu'en 1991 déjà, on pouvait commencer à percevoir le début de quelque chose de nouveau. La prise de conscience que, plutôt que de simplement priver les médias d'informations, il serait peut-être plus judicieux de les nourrir d'informations, de leur donner beaucoup de matière. Alors, donnons-leur du contenu. Organisons conférences de presse sur conférences de presse. Fournissons-leur des images filmées depuis les ogives des missiles pour qu'ils puissent voir les armes intelligentes frapper leurs cibles avec une précision chirurgicale. Et cela racontera l'histoire que nous voulons voir raconter, qui est, soit dit en passant, une histoire complètement fausse, mais peu importe. Nous les laisserons raconter cette histoire en leur donnant des informations plutôt qu'en essayant de les maintenir dans l'ignorance. Je pense que dans les années 1990, un journaliste de la BBC, je crois que c'était Nick Gowing, a fait remarquer à quel point il était frappant qu'en Bosnie, les journalistes occidentaux aient été très désireux d'avoir une sorte de système de pool sous l'égide de l'ONU, alors qu'il s'était plaint amèrement des contraintes d'un système de pool mis en place en 1991 dans le Golfe. Tout à coup, ils commencent à se voir comme des collaborateurs des forces militaires occidentales, comme faisant partie de la même équipe. Qu'est-ce qu'un système de pool? Tu veux dire genre, un groupe de médias? Oui, donc vous avez une sorte de système réglementé de reportage, un reportage en commun, de manière à ne pas être en concurrence. L'idée, c'est que vous partagez les mêmes informations et qu'il y a une sorte de garantie que vous aurez suffisamment de matière à fournir à votre média particulier. Les journalistes souhaitaient ce type de collaboration avec l'armée en Bosnie. À la fin de cette décennie, lors du conflit du Kosovo, et même en Afghanistan en 2001, on a le sentiment que les médias font partie de l'équipe. Vous savez, on a parcouru un long chemin depuis les Malouines, où l'idée était qu'on ne pouvait pas faire confiance aux journalistes, jusqu'à, en fait, les journalistes sont plutôt de notre côté, et ils constituent un atout utile. Colin Powell, je crois, a même dit quelque chose en ce sens, que les médias, une sorte d'atout qui peut faire de gagner une bataille. N'est-ce pas fascinant? Et aussi, cette idée que l'image que beaucoup de médias ont d'eux-mêmes, surtout aux États-Unis, on l'entend souvent, les médias seraient le quatrième pouvoir, ceux qui disent la vérité au pouvoir. Mais en même temps, il y a la Maison-Blanche, comment ça s'appelle déjà? Le dîner de la presse qu'ils organisent une fois par an, et tout ce système où l'on nourrit les journalistes à la main pour qu'ils obtiennent ensuite un accès privilégié à certaines informations qui feront avancer leur carrière. Pourtant, on continue à considérer que c'est un grand art, et aussi une question de se tenir du bon côté de l'histoire, n'est-ce pas? Beaucoup de journalistes disent d'ailleurs, nous devons protéger le journalisme, la bonne information, n'est-ce pas? Cela Cela s'applique aussi au changement climatique et au Covid.
Nous pouvons protéger la société, car si les gens croient à de fausses choses, alors nous allons tous mourir. Tout revient à cette idée que, oui, comme tu l'as dit, nous formons une équipe. Nous travaillons ensemble, et nous devons être critiques envers le Pentagone, car s'il dépense trop d'argent pour une arme plutôt qu'une autre, ou s'il y a de la corruption, alors les médias sont là pour enquêter. Bien que, probablement, ils ne le fassent pas, puisque le Pentagone n'a jamais réussi un audit, et que les médias n'en font pas vraiment tout un plat. C'est fascinant de voir comment cela fonctionne. Tu sais, comme une manière de comprendre ta place dans le monde. As a way to understand your place in the world. Yeah. Well, I think, I mean, to be a bit more Oui. nuanced about it, Eh bien, je pense que, pour être un peu plus nuancé, on pourrait dire que ce genre de sentiment, ce sentiment très explicite d'être dans la même équipe, est évident en Afghanistan en 2001, du moins au début. Avant et après cela, peut-être moins. Donc, dans les années 1990, je dirais que, oui, essentiellement, les journalistes, les politiciens occidentaux et les armées occidentales se considèrent globalement comme étant du même côté, mais avec la réserve que les journalistes se perçoivent aussi comme des critiques de la politique occidentale. Et dans un certain sens, ils le sont. À cette époque, dans les années 1990, ils sont souvent très critiques à l'égard de certains choix politiques particuliers. Et ils critiquent surtout le genre d'hésitation dans la politique occidentale. Donc oui, c'est une critique, mais c'est le type de critique qui pour la plupart ne dérange pas trop les responsables politiques occidentaux, car elle repose sur un accord de fond. Elle dit « Vous n'en faites pas assez. Pourquoi n'en faites-vous pas plus? Pourquoi ne pas intervenir plus fermement? Pourquoi ne pas rester plus longtemps? Pourquoi ne pas les frapper avec plus d'armement? » C'est ce genre de critique plutôt qu'une remise en cause plus fondamentale de l'intervention militaire occidentale. On voit cela encore et encore dans les années 90. Les critiques des médias incitent essentiellement l'Occident à en faire davantage. C'est une critique de l'homme assis sur le cheval, frappant le cheval en disant « Pourquoi n'avances-tu pas plus vite ?» Ce n'est pas une critique de celui qui dit « S'il vous plaît, cavalerie, arrêtez, c'est mal. » Et on voit cela en ce moment, sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Il y a beaucoup de critiques envers les gouvernements américains, allemands et européens, disant « Vous ne bombardez pas assez le Hamas. Vous ne fournissez pas assez d'armes. » L'Ukraine, bien sûr, il n'y en a pas assez qui partent. Ce sont les critiques médiatiques, et ce sont eux qu'on invite sur les plateaux télé, et ainsi de suite. Pas ceux qui disent que la cavalerie doit s'arrêter. Oui. L'autre point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a peut-être aussi une observation plus nuancée à faire sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak en 2003. Je pense que, comme on pouvait s'y attendre, les critiques, lorsqu'elles existent, restent limitées. Mais ce qu'on observe plutôt, dans cette guerre, c'est une forme d'autoconscience très étrange de la part des médias, une sorte de distance ironique vis-à-vis des événements. Les journalistes qui couvraient la guerre d'Irak de 2003 avaient tendance à rapporter les faits avec la conscience qu'ils servaient à construire une image, n'est-ce pas? Prenons un exemple, sans doute le plus frappant, lorsque le président Bush, le plus jeune, est monté sur un porte-avions pour prononcer son discours de mission accomplie. Nous l'avons fait. Nous avons accompli la mission. Eh bien, vous savez, quand la BBC est venue en rendre compte, ils n'ont pas pu s'empêcher de parler du fait que tout cela avait été mis en scène, que tout avait été arrangé pour les caméras, que c'était un événement médiatique. Ils ne se sont pas contentés de le rapporter simplement. Regardez, le président a prononcé ce discours. Ils étaient, vous savez, ils se sentaient conscients d'eux-mêmes. Oui, exactement, conscients d'eux-mêmes. Donc il y a ce genre de léger. Encore une fois, ça ne constitue pas une critique, certainement pas de nature fondamentale,
mais il y a cette sorte de distanciation auto-ironique que l'on commence à voir apparaître dans les médias à ce moment-là. You start to media in the media then. It's kind of fascinating. I mean, C'est assez fascinant. Je veux dire, il faudrait aborder les traits psychologiques et tout le reste. Comment ces gens parviennent encore à donner du sens à tout cela? Mais peut-être qu'on peut prendre le problème dans l'autre sens. Parce que, vraiment, cette fois je me demande, tu sais, si l'on regarde comment la politique mondiale évolue, pas seulement l'Occident, mais en considérant l'Occident comme l'un des acteurs. Alors, ma grande question en ce moment est la suivante. Le réalisme, l'école du réalisme en relations internationales, a-t-il raison lorsqu'il affirme qu'au fond, tout tourne autour du pouvoir? Que les êtres humains, en général, cherchent à maximiser le pouvoir et que les systèmes cherchent à maximiser le pouvoir. Donc, au bout du compte, ce que nous avons, c'est une lutte de puissance inévitable. Notamment ce que John Mearsheimer dit à propos de la tragédie de la politique des grandes puissances. Mais, la critique de cette interprétation est qu'elle était bien très intéressée. C'est ainsi que l'Occident fonctionne. La manière dont les Européens, les Américains et les Européens émigrés font les choses. Si nous adoptons une autre approche et disons non, nous avons un affrontement de civilisation, alors nous pourrions voir que la Russie, la Chine et l'Iran représentent des civilisations différentes qui en réalité agissent autrement. Et une façon d'aborder cela pourrait être d'examiner la manière dont les histoires sont racontées. Encore une fois, comme je l'ai demandé plus tôt, pensez-vous que la tradition occidentale de comprendre les choses de manière manichéenne, le bien et le mal, Dieu contre le diable, et ainsi de suite, que cette tradition millénaire pèse sur la façon dont nous, en tant qu'Occident, en tant que groupe civilisationnel, donnons du sens aux affaires actuelles? C'est peut-être une très grande question, mais quel est votre pressentiment? Oui, je ne sais pas. Honnêtement, j'hésiterais à me prononcer là-dessus. Comme tu dis, cette grande question de savoir s'il existe un schéma culturel profond en Occident qui pousse les Occidentaux à voir le monde en termes de bien et de mal, et s'il existe d'autres civilisations, je suppose que tu penses surtout à la Chine, qui échappent à cette logique. Eh bien, qui sait, peut-être que tu as raison. Je pense que Le problème avec cette approche, c'est que ton analyse, ton explication, finit par prendre une dimension un peu historique. On a l'impression que rien ne change jamais. C'est toujours la même chose qu'avant. Oui. Et personnellement, je suis un peu plus intéressé par, tu vois, les caractéristiques historiquement spécifiques de tel ou tel moment qui conduisent soit à une confrontation politique, soit carrément à la guerre et au conflit dans un contexte particulier. Et je pense que, tu sais, qui sait, peut-être que tu as tout à fait raison de dire que finalement tout se résume à une sorte de... C'est vrai. C'est juste... Désolé. Je ne sais pas. Mais d'une certaine manière, je trouve que cela ressemble davantage à une esquive d'explication qu'à quelque chose qui me dit vraiment ce qui se passe dans le monde. Je suis bien plus intéressé par les détails concrets. Non, tu as raison. Tu as raison. Je veux dire, si nous voulons comprendre ce qui se passe dans le monde en ce moment, nous devons bien sûr lire correctement les mécanismes sous-jacents. Ma question portait plutôt sur l'existence d'une explication plus large de ces mécanismes et sur ce qui reste constant au fil du temps. Mais ensuite, oui, cela devient historique, absolument. Oui. Eh bien, je veux dire, peut-être qu'une façon d'aborder ce sujet est, tu l'as mentionné, comme une sorte de conflit civilisationnel. Et la première chose qui vient à l'esprit quand tu dis ça, c'est le choc des civilisations de Samuel Huntington. Ce type de perspective, qui apparaît au début de l'ère post-guerre froide dans les années 90, me semble assez clairement être une tentative de trouver un nouveau cadre explicatif ou intellectuel
pour comprendre le monde. D'accord. Donc ce n'est plus la gauche et la droite, ce n'est plus l'ouest et l'est. Qu'est-ce que c'est alors? Et lui, tu vois, dit d'accord, c'est ce choc des civilisations. Je pense que cela a été assez clairement instrumentalisé presque immédiatement pour répondre aux besoins de la politique occidentale. Alors, vous savez, par une étrange coïncidence, il se trouve que la principale ligne de fracture civilisationnelle traverse la Yougoslavie, plaçant la Croatie et la Slovénie d'un côté, selon Samuel Huntington, et la Serbie et la Bosnie de l'autre. Et cela semble fonctionner pendant quelques mois, puis il s'avère que, en fait non, la Bosnie est du même côté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est manifestement très artificiel, conçu pour donner du sens à quelque chose que nous avons besoin d'expliquer immédiatement, d'une manière qui facilite ensuite la politique occidentale. Et je pense qu'en fin de compte, cette idée revient à se demander comment encadrer intellectuellement le monde de façon à faciliter la projection du pouvoir occidental, principalement américain. Et c'est ce genre de question brûlante qui se pose au début des années 1990. Nous avons perdu l'ancien cadre. Quel est le nouveau? Quelle est la réponse? Et l'une des premières réponses est « le conflit civilisationnel, c'est un choc des civilisations ». Ce qui, dans la formulation de Samuel Huntington, n'est pas, je pense, entièrement cohérent. Mais voilà. L'autre idée qui apparaît très peu de temps après est celle de l'effondrement des civilisations, selon laquelle la civilisation est représentée par l'Occident. Robert Kaplan, je crois, est l'auteur qui formule cela dans The Coming Anarchy. Il affirme qu'il existe certaines régions du monde où la civilisation est tout simplement en train de disparaître. Cela revient à une sorte d'état prémoderne. Et il pense à des endroits comme la Somalie, qui selon lui a essentiellement perdu sa qualité d'État. Elle est revenue à une condition prémoderne. Et il pense aux Balkans, un autre exemple où il va y avoir de l'anarchie, une sorte de monde anarchique et prémoderne de sauvagerie, et où nous devons intervenir. Mais encore une fois, le but de cette soi-disant explication est en réalité simplement une manière, une forme idéologique de ce besoin ressenti de trouver un nouveau cadre significatif pour la projection de la puissance occidentale. Oui, il est très difficile de penser à une théorie ou un cadre populaire des relations internationales qui ne présente pas l'interventionnisme comme quelque chose de naturel, voire de souhaitable. Et si l'on remonte encore plus loin, avec ces grandes idées du fardeau de l'homme blanc et de la mission civilisatrice, ou même, aux États-Unis, de la destinée manifeste, ce sont tous des cadres explicatifs qui se prêtent à l'expansionnisme violent du groupe dominant. Eh bien, avec le recul, on peut dire que la période de la guerre froide constituait en quelque sorte une exception, dans le sens où dans le cadre du système des Nations Unies établi après la Seconde Guerre mondiale, on a vu se généraliser, et du moins se formaliser, un respect à peu près universel des principes de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État et d'égalité souveraine entre les États. Évidemment, ces principes ont été violés d'un million de façons tout au long de la guerre froide, mais ils avaient néanmoins été instaurés. Ces normes ont été établies et maintenues intellectuellement afin que lorsqu'un acteur politique les violait, cela soit compris comme une mauvaise chose. Ce n'était pas la bonne manière de procéder. Et immédiatement après la fin de la guerre froide, on commence à voir une remise en question explicite de ces principes. L'égalité souveraine, vraiment. Est-ce que c'est vraiment quelque chose? La souveraineté est-elle si importante que ça? Vous savez, les gens commencent à contester ces idées sur le plan intellectuel.
Peut-être voyons-nous la responsabilité de protéger dans les cas où l'humanitarisme est imposé par la force des armes. Oui. Alors, vous savez, on passe très vite du respect de l'égalité souveraine et du principe de non-ingérence à dire, bien sûr, nous devons intervenir. C'est impératif. C'est un impératif moral que nous devons intervenir. Cela indiquerait, selon moi, que la guerre froide a constitué une sorte de pause prolongée dans les conceptions coloniales traditionnelles de la projection et de l'expansion du pouvoir. Et si l'on y réfléchit, les Soviétiques ont en réalité tenté de se présenter explicitement comme anticoloniaux. Le discours anticolonial était bien sûr qualifié de propagande communiste qu'il fallait contrer, en particulier en Afrique et en Asie. Oui. Et vous savez, c'est une autre chose. Comme je le dis, je l'ai formulé comme un raccourci, la fin de la gauche et de la droite, ce qui semble un peu banal et peu évident. Mais c'est une autre dimension de la question. L'effondrement de l'Union soviétique et l'effondrement du... Évidemment, je ne défends pas l'Union soviétique comme une sorte d'idéal parfait, loin de là. Mais ce qui s'est effondré, c'est l'idée qu'il pouvait exister une alternative, n'est-ce pas? Que nous pouvions changer le système. Et cela allait de pair avec cette idée d'anti-impérialisme, que vous savez, ce que nous appelons aujourd'hui le Sud global, ce que nous appelions autrefois le tiers-monde, méritait le même respect, les mêmes droits, le même statut que tout autre État ou toute autre nation. Et l'Union soviétique, évidemment, d'une manière quelque peu intéressée et incohérente, a au moins soutenu cela sur le plan rhétorique. Et puis, presque immédiatement après la fin de la guerre froide, on commence à voir une remise en question très explicite de ce principe. Ainsi, la Somalie, l'exemple que j'ai mentionné à plusieurs reprises, certains disaient dans ce cas, « Oh, peut-être devrions-nous faire de la Somalie un protectorat de l'ONU. » C'était impensable, ne serait-ce que quelques années plus tôt, que quelqu'un puisse défendre une telle idée. Cela ne s'est pas produit en Somalie, mais assez rapidement, cela s'est produit en Bosnie. J'allais dire que la Bosnie est... Eh bien, puis cela s'est reproduit au Kosovo. Donc vous avez ce grand État au cœur de l'Europe, la Yougoslavie, qui est déchiré. Certaines de ces parties sont placées sous contrôle de protectorat international. Il y a une sorte de, vous savez, réapparition de ce genre de choses, comme vous le dites, un retour à l'impérialisme du 19e siècle. Et voilà, en plein centre de l'Europe, dans les années 1990. Et les gens ont continué comme si de rien n'était, comme si c'était quelque chose de tout à fait normal, auquel il fallait simplement s'attendre, et avec lequel il fallait vivre de nos jours. Tu ne le présentes pas comme tel, n'est-ce pas? Tu le présentes comme quelque chose de nouveau, comme les Nations Unies assumant leurs responsabilités, le manteau de la responsabilité de protéger. C'est tellement intéressant que justement maintenant, nous vivions un moment où tout cela s'effondre, le masque tombe. Parce que l'idée de cette riviera à Gaza, puis du protectorat gouverné, comme le proposait le plan, par Tony Blair, enfin, on ne peut pas faire plus impérialiste du 19e siècle que de proposer que Blair préside désormais ce qu'il reste après un génocide. C'est tout simplement stupéfiant. Donc, en un sens, nous courons vers une sorte d'aboutissement où tout cela devient si flagrant qu'on n'essaie même plus de le cacher. Oui, je veux dire, évidemment, j'ai surtout parlé des années 1990, mais il est peut-être important aussi d'évoquer ce qui est différent et ce qui commence à changer aujourd'hui. On pourrait dire que, de la même manière que pendant la guerre froide, l'Union soviétique était une sorte de soutien rhétorique, au moins, des mouvements anticoloniaux, et parfois aussi un soutien logistique et militaire. On peut peut-être voir aujourd'hui la Russie et la Chine commencer à envisager de jouer ce même rôle.
Ce qui me frappe beaucoup, c'est la manière dont la Russie s'est affirmée, explicitement, et aussi implicitement, la Chine. Elles se sont toutes deux essentiellement présentées comme des défenseurs de la multipolarité. Mais ce que cela signifie concrètement, c'est qu'elles affirment que les États plus faibles n'ont pas nécessairement à suivre les dictats de l'Occident. Et vous savez, à mon avis, je suis peut-être évidemment naïf, mais à mon avis, c'est en réalité une évolution plutôt positive. Je pense que l'émergence de la multipolarité est l'un des développements les plus positifs que j'ai vus, disons, de mémoire d'homme. Parce que précisément, même s'il y aura sans doute une certaine déception dans la pratique, cela ressuscite, ou commence à ressusciter, l'idée d'égalité souveraine et d'indépendance souveraine que nous avions en quelque sorte perdue à l'ère de l'après-guerre froide. Et le fait que ça fasse son retour, même de manière imparfaite, me semble être aujourd'hui une raison d'optimisme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que c'est une belle note sur laquelle conclure la discussion. Une personne qui garde une vision pleine d'espoir. Phil, pour ceux qui souhaitent lire davantage de vos écrits, existe-t-il un endroit où vous publiez régulièrement ou un lieu où ils peuvent se procurer vos livres? Oui, je vais t'envoyer un lien et tu pourrais peut-être le mettre dans la description. Je ne dirais pas régulièrement, plutôt de façon sporadique ces temps-ci. Mais oui, beaucoup de choses que j'ai écrites sont disponibles en ligne. D'accord. Veuillez m'envoyer le lien. Je le mettrai dans la description de cette vidéo ci-dessous. Tout le monde, si vous voulez en savoir plus, veuillez suivre ce lien. Phil Hammond, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Avec plaisir. Merci.